Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Asie Expert, un format conçu pour plus d'interactivité avec vous. En 30 minutes max, comme d'habitude, nous allons tout vous présenter cette fois-ci sur StormShield Data Security. Pour cela, je suis aujourd'hui avec Jocelyn, qui est le Product Manager de la solution. Bonjour Jocelyn. Bonjour Manuel. Et également avec Ouyam, qui est la pre-sales spécialiste pour la solution. Bonjour Bonjour Ouyam. Manuel. Comme d'habitude, dans ces séances de webinaire, en 30 minutes max, nous allons vous présenter cette nouvelle solution SDS V11 et à la fin, on y reviendra pour répondre aux éventuelles questions que vous allez avoir. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de la zone GoToWebinar pour poser vos questions et nous y reviendrons à la fin. Aujourd'hui, Jocelyn et William, vous allez répondre à des questions concernant la nouvelle version SDS V11. Avant de rentrer en matière, juste une donnée qui m'a paru assez pertinente pour ce webinaire, c'est qu'en 2023, il est prévu que le marché mondial de services de cloud public augmente d'environ 22%, ce qui équivaut à environ 597 milliards de dollars, et ce qui est énorme. On constate du coup que la migration en fait, vers le cloud va englober les entreprises, notamment des industries qui vont être assez sensibilisées, où la notion de souveraineté de la donnée et la maîtrise même de la donnée, donc l'intégrité, la confidentialité, etc., deviennent vraiment un enjeu capital. En partant de ce contexte, de ce constat, StormShield a fait évoluer sa solution SDS. Pendant 3 ans, les équipes ont travaillé de manière acharnée dessus et également certains de nos clients ont même collaboré pour pouvoir développer cette solution et répondre aux différents besoins. Justement, la première question avant de commencer même, Jocelyn, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cette genèse de la nouvelle version SDS V11? Alors, comme tu l'as dit, on a vraiment, depuis quelques années, vraiment cherché à sortir un nouveau produit avec vraiment de plus larges fonctionnalités, notamment pour adresser les problématiques du cloud avec les offreurs publics. Donc, on a eu un gros travail de fond, en fait, on verra un petit peu plus tard, de fusion et d'amélioration en fait, du spectre fonctionnel. Oui. Et on a aussi revu toute la partie administration du produit, façon d'administrer le produit, façon de déployer l'administration, on verra qui a extrêmement évolué. Donc c'est vraiment une refonte complète un petit peu de ces aspects-là. Et c'est aussi pour ça que la baseline en fait, a changé en fait, du produit Data Security. Oui. On était plutôt sur une offre de protection, je dirais on-premise et de la collaboration ponctuelle avec de l'externe, vers en fait, la capacité d'aller protéger les données là où elles seront et de partout. Là où elles se trouvent. Ouais. Justement, à ce titre, au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, on va parler, et notamment Jocelyn, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on va trouver sur la version V11. Ensuite, on va voir les différents cas d'usage auxquels on a répondu pour développer cette solution. On verra également qu'est-ce qu'il y a après cette V11, donc la roadmap et un peu le PLC. Et on finira par le club utilisateur, comme je disais justement, ce qui permettait de mettre en relation StormShield avec ses clients de manière directe. Déjà, là, justement, au niveau du produit, le premier point, comment ça se traduit? Alors, on a fait donc, une grosse partie d'évolution sur la brique en fait, SDS Enterprise. Donc, on est parti de la brique qu'on appelle V10, en fait, qui était la version courante, pour aller la faire évoluer, rajouter donc, du fonctionnel. Et en fait, ce qu'on peut voir sur le slide, c'est qu'en fait, on a rajouté vraiment 2 grosses nouvelles fonctionnalités et des améliorations dans des composants en fait, complémentaires. Donc, la première des grosses fonctionnalités, comme je le disais, c'est l'outil d'administration. Dans la version 10, on était sur une solution on-prem, donc avec les contraintes de déploiement qu'on peut connaître. Très bien. Et on est passé sur une solution SaaS dorénavant, donc avec une admin qui est hostée chez nous, pardon. Et on a rajouté côté agent donc un nouveau composant pour étendre le scope, donc qui va permettre de détecter, de chiffrer en fait dans les synchroniseurs pour permettre en fait d'aller protéger les données de bout en bout qui vont être en fait partagées, stockées dans des plateformes type Microsoft Office 365 à travers OneDrive, SharePoint, Teams par exemple. Et cette évolution-là en fait a engendré une évolution du module qu'on appelle File, donc sur le chiffrement unitaire de fichiers, où on a rendu
le module file donc compatible avec le module share afin qu'il bénéficie en fait des évolutions algorithmiques, des évolutions de format de fichier qu'on a fait dans le module de protection des données en cloud. Oui. Et on a aussi impacté donc le module connector en termes d'évolution pour que en fait, les fonctionnalités qu'on a développées, les nouvelles gestions de règles dans le module cloud et format de fichier puissent être aussi pilotées, managées depuis l'API du connector sur cette fonctionnalité de chiffrement qu'on a rajouté. Donc, qui vient s'ajouter donc à tout le scope fonctionnel historique qui va du chiffrement local, chiffrement de serveur de fichiers, chiffrement de mail, signature, disque virtuel. Donc, on a maintenant un scope qui est beaucoup plus large pour la protection des données en local, sur le réseau et sur des serveurs hostés, donc publics dans le cloud. Et concrètement, au niveau des nouveautés, enfin, en tant que version majeure, un peu les points clés de cette solution? En fait, on est parti avec 4 principes, je dirais, qu'on a souhaité améliorer. Oui. Le premier, c'était ce que j'expliquais, c'était étendre la couverture fonctionnelle de l'agent pour pouvoir protéger les données sensibles là où elles sont et là où on a besoin de collaborer. L'autre axe qu'on a eu, c'est la transparence, l'amélioration de l'expérience utilisateur, la transparence d'utilisation pour le end-user, parce que c'est un facteur clé, il faut que l'utilisateur en fait, puisse adhérer à la solution, l'utiliser le plus simplement possible. Bien sûr. Donc on a vraiment cherché à avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Et côté administration, donc de diminuer le coût de mise en œuvre, d'acquisition, je dirais, du produit à travers donc, cette console cloud. Et aussi donc la capacité de déployer la solution, l'agent poste de travail aujourd'hui, plus simplement, sans avoir des contraintes en fait, de packaging et de déploiement qui sont complexes. Donc vraiment chercher à simplifier l'expérience utilisateur, l'utilisation, l'administration et la mise en œuvre du produit. Ok, très bien. Je crois que c'est très clair et on a codé effectivement avec la présentation les 4 points principaux. William, à ces niveaux-là, justement, les problématiques qu'on a pu résoudre ou qu'on a en tout cas identifiées seraient lesquelles selon toi? Alors, SDS Enterprise version 11 est venu apporter des questions à de vraies problématiques clients. Donc, en fait, parmi les problématiques business ou clients identifiées, c'était le fait que l'utilisation des anciennes versions de SDS, notamment la version 10, nécessitait le déploiement d'un serveur Storm Shield Data Authority Manager, donc le SDAM, sur l'infra du client, en premise. Et donc, l'administration de la solution à travers ce serveur nécessitait l'utilisation d'Internet Explorer avec les contrôles ActiveX activés. Donc, en fait, aujourd'hui, on sait que certaines organisations n'utilisent plus Internet Explorer et Microsoft ne supporte plus les contrôles ActiveX. Donc, ça nous a été justement demandé par nos clients d'avoir une solution facilement administrable et surtout qu'il ne soit pas lié à un navigateur en particulier. Donc, qu'il puisse être administrable par Firefox, par Chrome. Donc, jusqu'à présent, c'était plutôt Internet Explorer. Aujourd'hui, on va passer plutôt sur du Chrome. Tout à fait. Par exemple. Ça peut être aussi Firefox, oui, tout à fait. D'accord. Effectivement, en fait, on a cherché à avoir une solution qui était plus contraignante, plus dans le sens de moins de contraintes en fait, côté client pour administrer le produit. Et en fait, en passant aussi dans cette infra cloud, ça nous a permis d'apporter des améliorations sur la gestion des administrateurs et notamment la capacité de centraliser l'authentification, donc dans un fournisseur d'identité que l'entreprise mettrait en œuvre pour en fait être capable de durcir l'authentification des administrateurs sur la solution et de gérer de façon centralisée la liste des administrateurs sans avoir aussi une énième console à administrer pour gérer les administrateurs. Donc ça a été un point important. Les autres points qui ont été importants, c'est donc l'ergonomie de l'outil d'administration qu'on peut apercevoir et aussi la partie déploiement des politiques de sécurité. On a cherché à rendre plus intelligible, plus lisible pour les administrateurs pour pouvoir en fait, comprendre ce qu'ils déploient, savoir ce que ça fait, ce qu'ils ont déployé. Donc avoir quelque chose qui est beaucoup plus, avoir un format qui est beaucoup plus intelligent à comprendre. Et on verra plus tard en fait tout ce qui va être aussi administration centralisée sur le nouveau composant. Tu as évoqué la première problématique, la deuxième serait laquelle? Alors la deuxième problématique business, c'était la gestion des clés des utilisateurs. Parce qu'en fait, sur l'ancienne version, la PKI exactement, l'infrastructure à clé publique, qui va justement générer les clés des utilisateurs, sachant qu'avant, cette PKI était intégrée dans les anciennes versions de SDS. Ce n'est plus le cas à partir de la version V11. Et étant donné que, comme prérequis pour pouvoir utiliser la solution SDS, chaque utilisateur a besoin d'une paire de clés,
pour des usages de chiffrement ou de signature, eh bien, la question qui se posait, c'était comment est-ce que le client ou le partenaire va pouvoir déployer la solution SDS, comment s'interfacer avec cette PKI de manière simple pour pouvoir justement réutiliser les clés des utilisateurs pour la création des comptes SDS. D'accord. Voilà, c'est très important ce que dit William, parce que c'est vraiment le cœur en fait, de notre métier, c'est qu'il nous faut des clés pour fonctionner. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est à rendre la solution beaucoup plus ouverte en fait, côté utilisateur, côté client pour aller chercher donc, des fournisseurs de clés, et aussi permettre en fait, à nos clients d'avoir aussi d'autres méthodologies, d'autres capacités pour mettre en œuvre ces clés-là. Donc en fait, on a étendu le scope. Donc le scope actuel, je dirais, de la V10, c'était soit nous qui fournissions les clés à travers notre PKI, soit à travers les cartes à puce cryptographiques qu'on pouvait connecter sur le produit. Et là, donc, on a rajouté les Virtual Smart Cards. C'est une fonction qui va permettre en fait, d'avoir une carte à puce virtuelle qui est stockée sur la puce TPM, qui est compatible Windows 10 et Windows 11. La capacité aussi d'aller directement en fait, utiliser la puce TPM pour stocker les clés directement dans la puce TPM. Et j'ai une innovation qui est assez intéressante pour améliorer aussi l'expérience utilisateur, c'est le support natif du Keystore Windows. Donc ce qui est intéressant avec le support natif du Keystore Windows, c'est qu'en fait les clés peuvent être déployées par n'importe quel PKI. On n'est pas limité en termes de PKI parce qu'on utilise un standard, mais ça permet en fait à l'utilisateur final d'avoir une fonctionnalité de SSO. Donc qu'est-ce qu'on entend nous par SSO? C'est l'utilisateur va se connecter sur sa machine Windows avec ses credentials Windows et il va automatiquement en fait, se connecter sur son agent SDS sans authentification supplémentaire, sans gestion d'utilisateur supplémentaire. Donc on a à la fois en fait, une ergonomie côté client, parce qu'en fait on va avoir moins d'actions à réaliser côté end-user, mais aussi côté administrateur, parce qu'en fait toute l'authentification va être basée sur Windows, et donc tout ce qui est déblocage de compte, changement de politique d'authentification seront gérés par les outils standards et donc normalisés. Donc ce qui va permettre en fait, à nos clients et à nos partenaires en fait, d'avoir en fait, une approche qui est beaucoup plus large en termes de méthodologie de mise en œuvre de la solution et réutilisation aussi potentiellement d'une PKI qui a déjà été mise en place pour aller, je dirais, maximiser son utilisation et rentabiliser le déploiement de la PKI. Dans l'axe donc amélioration de l'expérience utilisateur, on a travaillé aussi sur la recherche de collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, quand on va chiffrer un document, on va chiffrer pour des collaborateurs, et on a besoin de partager. Et donc, pour éviter d'aller réaliser des opérations manuelles qui sont fastidieuses de recherche de collaborateurs, un par un, on a intégré donc la recherche de groupe donc dans l'Active Directory, dans l'URL d'app, pour récupérer donc justement cette liste de collaborateurs et ne plus avoir à faire les opérations manuellement. Donc on reçoit... Ça permet de gagner du temps quand même. Exactement, donc ça permet de gagner du temps et ça permet de simplifier l'expérience utilisateur pour les end-users. Bien sûr. Et concernant justement, on voit à l'écran également, il y a la fonctionnalité en fait d'agent unique. Cette intégration en fait, qu'est-ce que ça représente comme aujourd'hui par rapport au chiffrement? Alors c'est un point effectivement très important parce qu'avant on avait un agent, l'ancien SDS Enterprise, qui couvrait les besoins de chiffrement des données, donc de mails d'abord, et aussi de données qui sont par exemple sauvegardées sur des serveurs de fichiers ou en local sur le poste de travail de l'utilisateur. Et puis on avait un deuxième agent, Cloud and Mobility, qui lui couvrait les besoins de chiffrement des données qui sont échangées ou sauvegardées dans les plateformes de travail collaboratif dans le cloud, de type SharePoint, OneDrive, etc. Et donc on peut très bien avoir une organisation ou un client qui a des données un peu partout, donc sur le cloud, aussi en interne sur des serveurs de fichiers et en local sur le poste de travail. Mais ça représentait quand même pour l'équipe IT l'obligation de déployer 2 agents, 2 consoles d'administration, d'administrer et de maintenir 2 solutions. Ce qui pouvait être un petit peu fastidieux au quotidien pour les équipes IT. Tout à fait. Pour compléter ce que dit William, on avait aussi des clients existants qui étaient donc clients de SDS Enterprise et qui devaient redéployer en fait un nouvel agent, une nouvelle console d'admin. Donc c'était quand même complexe, ça demandait quand même de l'organisation supplémentaire. Donc l'idée d'avoir intégré en fait ce nouveau composant dans Enterprise, ça permet donc, comme on l'a dit, de diminuer les consoles d'administration et aussi d'avoir cette nouvelle fonctionnalité de chiffrement dans les synchroniseurs.
Ce nouveau composant donc, qui permet de chiffrer dans les synchroniseurs supporte nativement OneDrive, SharePoint et d'autres plateformes. Il peut être administrable. Alors quand je dis administrable, c'est connectable par API avec des applications de métier, des applications de sécurité. Qui facilite aussi l'intégration. Qui facilite l'intégration, la couverture de use case métier fonctionnel. Et avec les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, donc de SSO et de chiffrement basé sur les groupes, ça nous permet d'avoir la même ergonomie, la même expérience utilisateur, quels que soient les modules, au sein du même agent SDS Enterprise. Donc on voit effectivement qu'il y a pas mal de nouveautés. Justement, Jocelyn, sur les prochaines nouveautés, ou c'est peut-être oui, la nouvelle fonctionnalité par rapport au SD, avant qu'on passe sur… oui, tout à fait. Et donc par rapport à ce module-là, comme j'ai dit, donc on peut l'administrer, quand je dis administrer, c'était manager par API, c'est ce qu'on disait. On peut le faire aussi de façon centralisée. Donc comme vous le voyez à l'écran, en fait, on voit la vue de l'outil d'administration, où on peut définir des règles centralisées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces règles centralisées? Les use cases, c'est par exemple, j'ai mon répertoire mes documents qui est synchronisé dans OneDrive. Je veux m'assurer que ce répertoire mes documents soit systématiquement chiffré sur toutes mes machines pour m'assurer que l'utilisateur qui travaille dedans travaille en confiance. Ce sera chiffré automatiquement. On peut aussi déléguer la capacité à l'utilisateur d'aller créer des règles lui localement, tout simplement pour dire voilà, je vais collaborer dans un dossier synchronisé avec William, avec toi Manuel par exemple. Donc tout ce qui va aller dedans va être automatiquement chiffré pour ces collaborateurs-là. Et donc ça permet d'avoir à la fois une admin centralisée sur la partie règles et à la fois une protection automatique dans les dossiers qui sont synchronisés. Et donc, comme on l'a répété, sur la partie API, donc on retrouve rapidement les quelques cas d'usage. C'est la capacité d'aller créer ces règles de chiffrement, la capacité de les modifier, d'ajouter, de supprimer des collaborateurs et la capacité de récupérer l'information et de supprimer ces règles. Donc justement, une fois qu'on a évoqué tous les scopes fonctionnels de StormShield Data Security en V11, aujourd'hui, par rapport à la roadmap, qu'est-ce que ça serait les prochaines nouveautés, si je puis dire? Alors, à court terme, on a réalisé cette semaine en fait, une version mineure corrective 11.0.1 pour le support d'un algorithme en fait, spécifique, je vais dire, pour les Virtual Smart Cards. Donc ça, vous pouvez le retrouver en fait, directement sur MyStormShield ou directement depuis l'outil d'administration. La prochaine étape, en tout cas à court terme, c'est la release 11.1 qui va contenir des évolutions, dont 3 aujourd'hui majeures et d'autres qui seront encore à confirmer. Mais 3 majeures, la première, c'est la capacité depuis l'agent d'exporter les logs vers un serveur syslog. Aujourd'hui, on a les logs au format event log, donc un format qui est format Windows. Et donc l'idée avec le syslog, c'est de pouvoir en fait d'avoir quelque chose de plus exploitable et de pouvoir centraliser l'utilisation du produit, de savoir qui est-ce qui l'utilise, quelles sont les opérations qui sont réalisées, et donc de tracer aussi l'utilisation et les opérations réalisées. La deuxième fonctionnalité, c'est la capacité de partager avec l'externe, avec quelqu'un qui n'a pas la solution. Donc aujourd'hui, c'est déjà faisable en mode mot de passe, mais nos clients trouvent qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez sécurisé. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a un peu co-designé pour se dire, voilà, j'ai un partenaire externe qui a, lui, ses propres clés, sa propre solution de chiffrement, et on va lui donner la capacité de réutiliser ces clés et de déchiffrer les documents que je lui aurais envoyés. Donc, ce qui ne nécessite pas d'échanger comme ça des mots de passe, et la donnée n'est déchiffrable que par l'externe, par sa clé privée, et donc c'est une solution gratuite qui ne nécessitera pas les droits d'administration, qui sera disponible en fait et que les clients pourront mettre à disposition de leur partenaire pour échanger de façon sécurisée. Et la dernière feature qu'on a ajoutée, c'est le support d'un algorithme supplémentaire dans le chiffrement de disques pour mettre à jour en fait, le chiffrement qui est réalisé. On voit qu'il y a d'autres features qui sont à confirmer. Ces 4 autres features, c'est des features qui sont à confirmer. Donc c'est des features en fait, qu'on a co-designé, qu'on nous a demandé en fait, côté utilisateur, donc côté client. Et donc on a régulièrement des clubs utilisateurs, et notamment un qui est bientôt prévu, où on va rediscuter un petit peu du contenu de cette version avec les features qui sont attendues, et notamment ces features-là. Donc ça permet en fait d'intégrer dans les discussions en fait, les clients. D'accord, très bien.
Juste avant de continuer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de GoToWebinar. Je vois effectivement, il y a quelqu'un qui, a priori, aurait des problèmes à visualiser l'écran. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous invite à redémarrer l'application GoToWebinar afin d'effectivement voir le partage. Le cas échéant, on pourra également vous renvoyer le replay d'ici demain ou après-demain sans aucun problème. Si on revient justement dans la présentation, on a vu les différentes nouveautés avec vous, on a vu également la roadmap. Au niveau, aujourd'hui on est en V10, oui. Justement, qu'est-ce que ça va, les versions existantes, quid, qu'est-ce que, au niveau du remplacement de SDS Enterprise V10? Effectivement, donc c'est important, je pense, de bien avoir en mémoire que la V10 c'est une version qui est là depuis donc maintenant un petit moment. Oui. Donc c'est une version qu'on appelle LTSB pour Long Term Support Branch, qui sera en fin de support en juin 2025. Donc c'est une version où on fera plus d'évolution dedans. En fait, tout ce qu'on a fait dans la V11 n'est pas disponible aujourd'hui dans la V10. Donc c'est une version où on ne fait que des corrections, qui est supportée jusqu'à mi-2025. Oui. Et en parallèle, on va faire évoluer donc la V11, donc avec la V11.1 dont on a parlé juste avant, et la V11.2, voire une V12 dans notre vision un petit peu plus tard. La V11.2, ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est notre première, je dirais, brique, itération pour une solution multi-device. Donc en fait, on a développé un portail de chiffrement, donc une solution web qu'on appelle Agentless, dans laquelle on va incorporer la capacité d'être compatible avec SDS Enterprise, c'est-à-dire avoir le même format de fichier, potentiellement avoir les mêmes clés, et ainsi d'avoir une solution qui s'exécute sur tout type de device et de permettre la collaboration en interne, en externe, et avoir la capacité de le faire sur tout type de device, là où aujourd'hui on est limité en fait à Windows. Et la version 12 qui est notre vision à plus long terme, qui est la capacité de faire évoluer la solution pour la rendre aussi interopérable avec les solutions du marché. Donc aujourd'hui, on a déjà cette stratégie en partie sur la partie mail. Et là, l'idée, c'est d'incorporer en fait PGP dans la partie format de fichier de chiffrement. L'autre information qui est aussi importante dans ce slide, c'est la qualification, la certification du produit. C'est dans l'ADN de Storm Shield. Et cette certification, cette qualification, on l'a commencé au mois de juin 2022. Donc c'est un process qui est long. Qui prend du temps parce qu'en fait on ne maîtrise pas forcément tous les éléments, parce qu'on travaille avec un organisme et une entreprise externe pour nous aider, qui est un CST qui fait des opérations, et avec l'ANSI qui on discute de façon régulière pour valider la cible, le contenu, les algorithmes, ainsi de suite. Donc aujourd'hui on a passé des jalons, donc on a déjà passé quelques jalons, on a pu les communiquer avec certains de nos clients, et l'objectif c'est qu'on arrive en fait à finaliser cette qualification sur la branche de la V11. Donc c'est ce qu'on est en train de faire tout au long des développements du produit pour que ce soit de la version qui soit requalifiée, qui a été qualifiée, qui est requalifiée, donc c'est un renouvellement de qualification sur cette version. D'accord, je pense que c'est très clair, effectivement, on voit bien le PLC, bien la partie roadmap et toutes les ambitions de la partie SDS. Au niveau, parce que j'évoquais en fait en introduction le fait que nos clients ont pas forcément co-designé, mais en tout cas, ils ont donné leur feedback par rapport aux différents use cases et problématiques qu'on abordait avec toi, William. Aujourd'hui, si d'autres clients qui sont en train de connecter aujourd'hui au webinaire, ils veulent participer, comment doivent-ils faire en fait? Alors en fait, ils peuvent revenir vers nous justement parce qu'on a un club utilisateur SDS. En fait, étant donné que SDS est une solution qui touche des équipes métiers dans différentes organisations, de différents secteurs, de différentes tailles. Business, ouais. Et donc c'est très compliqué de développer une solution pour un éditeur de logiciels, une solution qui soit compliant ou conforme de point de vue sécurité, réglementation, mais aussi qui soit ergonomique et facile à utiliser. C'est vrai, ça. Donc certains utilisateurs appréhendent parfois l'utilisation d'une solution de chiffrement parce qu'ils ont peur que ça rajoute de la lourdeur dans leur quotidien ou plus de process. Donc justement la création de ce club utilisateur qui est avant tout un canal informel de communication entre Storm Shield et ses clients. Tout d'abord, les clients peuvent échanger entre eux. Par exemple sur des besoins en commun, sur des bonnes pratiques. Oui, est-ce que c'est fait dans un business, dans un autre? Exactement, parfois ce sont les mêmes besoins en fait, ce sont les mêmes cas d'usage. Et puis c'est aussi un moyen donc, pour nos équipes SDS de communiquer sur la roadmap,
et d'avoir du feedback en fait, des clients sur des demandes d'amélioration, sur la roadmap ou ce qui peut les agacer par exemple au niveau de l'existant. Ouais, et du coup ils peuvent également échanger entre eux et discuter avec Stampshield si besoin pour demander en fait des améliorations. Exactement, tout à fait. C'est très important pour nous, effectivement. Oui, donc on le voit effectivement dans la présentation. Vous pouvez écrire à cette adresse mail pour justement être inclus dans ces clubs utilisateurs. Nous arrivons à la fin de webinaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est, je vois qu'il y a quelques questions déjà dans la zone de chat. Avant de finir, qu'on prenne 5-10 petites minutes pour pouvoir y répondre. La première serait quid de la migration entre l'AV10 et l'AV11. Tu en as parlé, peut-être remettre un peu le contexte. Alors, pour la migration de l'AV10 à l'AV11, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a soit la documentation qui explique comment le faire, le client peut le faire par lui-même. La deuxième solution, c'est qu'on a des formations. Donc, il y a une formation sur la version 11 qui est disponible. Donc, vous pouvez revenir vers votre partenaire, votre commercial pour suivre la formation et faire la migration. Et après, le mode le plus accompagné, c'est de revenir vers notre équipe de Professional Services ou à travers votre Technical Account Manager pour vous faire conseiller, vous accompagner pour la migration de l'AV10 vers l'AV11. Je pense que c'est très clair. Donc, si vous avez encore des questions par rapport à comment passer à l'upgrade de l'AV11, n'hésitez pas à contacter soit votre partenaire, soit directement à William, Rémi, qui est la partie commerciale, ou même Jocelyn pour la partie produit. On a encore quelques questions. Donc, où en êtes-vous par rapport au processus de qualification? Je ne sais pas qui veut prendre je vais prendre le point. Vas-y. Je l'ai présenté tout à l'heure. On en est que, comme je disais, en fait, c'est des process qui sont longs. Donc en fait, on a défini une cible, on a défini en fait un contenu cryptographique, on a livré ça et on attend en fait différents jalons. Donc il y a des jalons qu'on peut communiquer, donc des clients qui nous l'ont demandé, on leur dit voilà où on en est, voilà le document de l'ANSSI. On peut aujourd'hui communiquer. On peut encore communiquer sur des choses, après pas de façon je dirais ponctuelle. La grosse, je dirais pas problématique, mais c'est que on est contraint aussi par les délais de réponse des organismes. Bien sûr. C'est difficile de s'engager aujourd'hui sur une date de finalisation. Ouais, on ne peut pas dire en janvier 2024. Voilà, on sait que ça prend du temps. Je pense que tout le monde en a conscience. Tout le monde sait que c'est un process qui est lourd. Mais on est dedans et l'objectif, c'est d'atteindre sur une version 11, en tout cas, cette qualification, le renouvellement de la qualification. Je pense que c'est très clair. On a également les logs SDS en V11.1 pourront-ils être redirigés vers SLS? Alors, je vais prendre le point. Vas-y, je t'en prie. Alors, sur le point de SLS, il faudra revoir donc, avec le PM qui est en charge, donc le Product Manager qui est en charge de SLS. Il y a des travaux qui sont faits pour faire évoluer effectivement SLS. SLS, ça reste du syslog, donc en fait, sur le fond, on est en reste compatible. Après, les dashboards par défaut aujourd'hui ne sont pas encore réalisés. C'est un point qu'il faut qu'on revoie avec le Product Manager. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir vers nous pour voir un petit peu le cas d'usage et qu'on puisse revenir vers vous avec une roadmap ou des informations plus complémentaires sur SLS. Dans ce cas-là, la personne effectivement qui nous a posé la question, n'hésitez pas à nous contacter ou même à travers du club utilisateur. Comme ça également, s'il y a d'autres personnes qui ont la même problématique que vous, comme disait Jocelyn, ça peut être mené en étude pour l'appliquer dans une roadmap prochaine. Donc là on a encore une question, donc n'hésitez pas avant qu'on finalise cette séance de webinaire à poser toutes vos questions. Donc quels sont les fournisseurs de stockage cloud que vous supportez? Je ne sais pas. Alors, je vais prendre le point. Donc, en fait, il faut savoir que lorsque l'agent est déployé sur le poste de l'utilisateur, cet agent va détecter de manière automatique et de manière native les drivers des synchroniseurs cloud. Okay. Et donc, on est nativement compatible avec SharePoint, avec OneDrive, avec WooDrive et Dropbox. Okay. Et ceci, en fait, le but, c'est vraiment pour pouvoir assurer un chiffrement automatique.
Un peu à la volée. À la volée, exactement. Typiquement, si l'administrateur veut être sûr que toutes les données qui vont être déplacées dans OneDrive par les utilisateurs de l'organisation, s'il veut être sûr que ça va être chiffré, donc c'est aussi un moyen de contrer la fuite de données et de se protéger contre le Cloud Act, il peut activer la protection automatique depuis la politique de sécurité au niveau de la console d'administration. Donc ça, c'est un moyen de faire. Et dans ce cas-là, justement, les synchroniseurs que j'ai cités sont supportés nativement. Et s'ils ne sont pas supportés, enfin ça c'est une question à moi du coup. Mais... Oui, alors si ce n'est pas, si par exemple l'organisation utilise une autre solution ou un autre synchroniseur cloud, l'utilisateur va pouvoir mettre en place cette règle de chiffrement automatique de manière manuelle. Grâce à l'agent, en fait, il va positionner une règle de chiffrement automatique, ajouter un groupe de personnes à qui il souhaite donner accès à cette donnée justement chiffrée. Et puis voilà, donc de point de vue utilisateur, ça reste quand même très simple. Le but, c'est tout de même que la donnée soit chiffrée en local avant le transfert de la donnée sur le cloud. Donc ça protège aussi de l'hébergeur en fait. D'accord. Donc, et même, je pense après, encore une fois, si on a un système de cloud qu'on veut, dans lequel on veut appliquer le chiffrement, peut-être vous recontacter, je suppose. Bien sûr, il y a un peu de demandes d'amélioration. Voilà, soit d'amélioration, soit peut-être d'inclure ça dans une prochaine version ou dans 2-3 versions. Très bien. On a encore une question avant de finaliser. Où peut-on trouver les informations? Donc, je suppose que la personne qui pose la question, c'est les informations relatives à la V10, à la V11. Donc, je ne sais pas qui veut. Oui, je vais prendre le point. Donc, en fait, la documentation officielle, donc tout ce qui est guide d'administration, d'utilisation, d'installation, etc., sont disponibles sur le site de documentation officielle de Storm Shield, comme tous nos autres produits. Oui. Et donc, il y a aussi une chaîne YouTube de Storm Shield sur laquelle on va publier régulièrement des vidéos de démonstration, de cas d'usage, de bonnes pratiques, etc. Et puis il y a aussi les clubs utilisateurs qu'on anime avec justement des présentations de roadmap. Les clients peuvent aussi assister à certains sprints de développement, à des démonstrations en fait lors des sprints de développement s'ils le souhaitent. Très bien. Je pense que c'est clair. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc on va juste attendre quelques secondes, le temps que ça arrive éventuellement. Donc, comme on disait, vous pouvez contacter pour la partie produit, que ce soit William ou Jocelyn, également Rémi pour la partie commerciale. Si vous avez encore des questions, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter soit via les sites web sur SDS, soit effectivement écrire à l'adresse mail qui apparaissait pour vous inclure dans le club utilisateur ou même nous contacter directement. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre fin à ce Tax the Expert. Donc, je te remercie, William, et également Jocelyn pour vos éclairages concernant la nouvelle solution SDS Enterprise V11. Et quant à nous, je vous propose de nous revoir pour une nouvelle émission As the Expert prochainement. Et d'ici là, je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup et au revoir.